Dans son savoir bureaucratique sans limite, le Bureau d'évaluation des menaces galactiques avait créé un système de classification qui aurait fait pleurer de fierté les anciens bibliothécaires de la Terre. Nous avions cartographié chaque planète, chaque espèce et chaque formation rocheuse, sensible qui avait un jour éternué sur l'humanité, les avions croisés et leur avions attribué un niveau de menace allant de la mousse ornementale inoffensive à la terreur cosmique qui met fin à la réalité. En supposant qu'on ne tienne pas compte de la réalité assez évidente que le système avait été planifié par un comité mis en place par des bureaucrates et maintenu par des stagiaires plus préoccupés par leur pause déjeuner que par la prévention des catastrophes interplanétaires, le système fonctionnait admirablement. Mais bon, le consensus général au sein des organisations galactiques était qu'une catastrophe ne se produirait probablement jamais si elle ne s'était pas déjà produite. Les espèces si dangereusement agressives dans leur ensemble qu'elles avaient réussi à coexister pacifiquement au sommet de la chaîne alimentaire formaient l'Empire Zapirien. Leur système de gouvernement, qui pourrait être résumé comme une destruction mutuelle assurée, était efficace jusqu'au moment où quelqu'un devait prendre une décision. Au lieu d'utiliser une technologie avancée ou une stratégie astucieuse, les Zapiriens avaient conquis la majeure partie de la galaxie, connue en poursuivant leurs pratiques de longue date, consistant à être si hostiles et désagréables que leurs adversaires cessaient de se donner la peine de discuter avec eux. Leur capacité à provoquer des conflits pendant les négociations de paix, tout en rejetant la faute sur le camp adverse, est devenue célèbre sous le nom de leur noyau diplomatique. Diverses espèces de prédateurs suprêmes rivalisaient en dessous d'eux dans l'ordre cosmique, espérant être nommés les plus susceptibles de vous mordre au visage, tout en soumettant des documents. Les héritiers de cristal, par exemple, pouvaient utiliser leurs ongles pour trancher les trous des vaisseaux spatiaux. Les mandaris télépathes, en revanche, considéraient l'invasion mentale comme une petite conversation anodine. Et les Nulliens, habitant le vide qui avait armé la terreur existentielle, au point de pousser les espèces voisines à remplir volontairement leurs déclarations fiscales, étaient également parmi eux. Cependant, pas seulement cela, mais même quand. Dans cette illustre anthologie de cauchemars cosmiques, il y avait une espèce qui se distinguait par son engagement inébranlable dans l'art de terrifier les autres êtres, au point qu'ils se mouillaient. Un exploit stupéfiant en politique galactique avait été accompli par les Vorak l'unanimité, dans la croyance que tous les autres devraient les éviter à tout prix. En utilisant leurs mesures habituelles, les bureaucrates avaient tenté de catégoriser le niveau de menace des Vorak. Tous les champs nécessaires ont été remplis 3 fois. Des groupes ont été établis pour enquêter sur les groupes d'enquête du problème. À un moment donné, quelqu'un avait cliqué sur « Annuler à tout prix », puis sur « Terminer » dans la case d'évaluation des menaces. Le document avait été approuvé et ensuite caché dans un classeur qui était considéré comme un danger potentiel en lui-même. Même si la machine de mort de 12 pieds de Vorak à écailles de cristal était un atout majeur, ce n'était pas leur taille qui les rendait si dangereux. Cela n'avait rien à voir avec leur propension à communiquer par ce qui ressemblait à des plaques tectoniques qui se frottent ou leurs 6 bras dont chacun pouvait briser l'armure d'un vaisseau spatial. Non. Les enfants des Vorak, ou plus précisément leur obsession de protéger ces enfants, étaient la source de leur nature effrayante. Les parents surprotecteurs n'étaient pas nouveaux dans la galaxie. Malheureusement, certains membres de presque toutes les espèces recouraient à des mesures extrêmes de parentalité hélicoptère. La sécurité des enfants de Vorak était si raffinée qu'elle faisait paraître les parents hélicoptères de l'ancienne Terre carrément négligents. Ils avaient transformé toute la planète Kiara en la crèche la plus sécurisée de la galaxie. Armés jusqu'aux dents avec une puissance de feu suffisante pour stériliser une petite lune des générateurs de boucliers, déformant la réalité et des stations de défense orbitale. C'était bureaucratique de déclarer la planète comme un refuge de reproduction restreint. Vous devriez informer vos proches à l'avance et vous devriez parler d'approche à vos propres risques. Peu de xénobiologistes avaient essayé d'étudier l'écosystème de Kiara, et ceux qui l'avaient fait finissaient souvent comme des détails insignifiants et dispersés dans le travail de quelqu'un d'autre. Dans un monde où les enfants Vorak étaient particulièrement vulnérables, de telles mesures de protection obsessionnelle auraient eu du sens. La réponse est non. En plus d'avoir une propension alarmante à mordre tout ce qui bouge, les Vorak Sparkling, les jeunes naissaient avec une armure naturelle,
et des réflexes de combat instinctifs. Leur niveau de vulnérabilité était comparable à celui d'un groupe de gloutons sauvages ayant reçu une formation avancée en agression créative. Comparez-le à un parent vorfac cependant. Une anxiété collective s'est enracinée parmi les espèces, amenant les membres à percevoir le danger dans des sources apparemment inoffensives telles que les radiations cosmiques ou les rapports douaniers mal soumis. Ils avaient auparavant déclaré la guerre à un système solaire adjacent à cause d'un éternuement d'un touriste qui avait été dirigé vers leur royaume. La bataille avait duré 3 jours. Après que les Vorfac aient détruit 2 planètes et utilisé les débris pour épeler « Éloignez-vous de nos enfants », en lettres visibles depuis la galaxie voisine, le système solaire adjacent a capitulé, démontrant ainsi leur dévouement à la sécurité des enfants. C'était vraiment malheureux que le Bureau d'évaluation des menaces galactiques ait justement rencontré ce qui pourrait être décrit avec indulgence comme une erreur de classement, mais comme une incompétence criminelle frôlant la mise en danger de l'espèce, selon des observateurs plus honnêtes. Quand la supervision des stagiaires est considérée comme facultative et que les pauses café sont vénérées, la confusion bureaucratique qui s'ensuit est typique de cette époque. Un formulaire avait été accidentellement classé quelque part dans l'énorme système administratif galactique. Quelque chose a mal tourné lors de la mise à jour de la base de données et une mission de recherche qui devait être immédiatement envoyée à l'unité de recyclage la plus proche a été approuvée. À l'insu de Tobias Crenwick, un xénobiologiste et allumeur involontaire de catastrophes intergalactiques, son voyage de recherche banal était destiné à se transformer en une leçon sur les excès de la procédure de premier contact. Tobias était de l'avis de tous le genre de type que la galaxie produisait en masse. Il était un érudit gentil et doté d'une vision optimiste qui pouvait résister aux coupes budgétaires, à l'incompétence bureaucratique et aux catastrophes interdimensionnelles occasionnelles. Pendant près de 15 ans, il avait catalogué des créatures sur plusieurs mondes isolés qui ne représentaient aucune menace, étaient soit trop ennuyeuses à manger, trop petites pour être remarquées, ou trop inoffensives pour justifier une enquête plus approfondie. Il passait ses journées à écrire des articles que personne dans la galaxie ne lirait jamais à observer de petits animaux flous faire de petites choses floues, et ce que la communauté académique appelait gentiment l'analyse bénigne des écosystèmes était sa spécialité. C'était un salaire décent pour un travail honnête, même s'il n'était pas vraiment intéressant, et il pouvait se permettre d'acheter du café et des fournitures d'études. Elle était arrivée par les voies normales, l'affectation de Kiterara, enfouie dans une pile de paperasse qui avait circulé entre les départements comme un cadeau d'anniversaire indésirable. Les paramètres de la mission étaient d'une simplicité rafraîchissante. Recueillir des informations sur la faune environnante en accordant une attention particulière aux animaux qui ne nuiraient pas au commerce galactique ou aux efforts de colonisation. Il aurait dû savoir que quelque chose clochait dès le moment où il a vu que Kitara était désignée comme une cible de recherche de faible priorité. Son deuxième aurait dû être la vitesse record avec laquelle son autorisation de voyage avait été traitée. Au lieu de prendre les 6 mois habituels pour l'approbation bureaucratique, sa demande d'équipement a été acceptée, il aurait donc dû s'enfuir dans les collines. Tobias, de son côté, avait procédé à sa préparation systématique habituelle, sous l'impression erronée, que la machine administrative connaissait l'un de ses rares moments de compétence. Il avait parcouru la littérature sur Kiara, qui contenait 3 paragraphes de faits astronomiques nébuleux et un commentaire sur les structures cristallines intrigantes de la planète. Tous les éléments essentiels pour un mois de nourriture, un habitat portable des instruments scientifiques de base, son kit de terrain habituel et une bibliothèque de romans pour s'occuper pendant les nuits étaient dans son sac. Son manque de volonté d'entraînement au combat et d'équipement de défense était sa plus grande erreur. La faune locale n'est pas agressive selon le briefing de la mission, donc les mesures biologiques régulières devraient suffire à gérer toutes les interactions. L'espèce dominante de la planète considérait les réglementations biologiques régulières comme fondamentalement équivalentes à une déclaration de guerre, ce qui avait été omis dans le briefing. Avec la dextérité d'un cirque itinérant, le vaisseau de Tobias, le CSS Wandering Scholar, sortit de l'hyperespace à la périphérie du système Kiara. Le vaisseau avait été réaffecté en tant que plateforme de recherche et son objectif initial était de mener des missions de surveillance à long terme dans des secteurs relativement paisibles
où un champignon spatial particulièrement hostile constituait la plus grande menace. Le réseau de défense orbitale encerclait Kiara comme un sapin de Noël, excessivement paranoïaque, et a rapidement repéré l'arrivée du vaisseau. Des procédures systématiques ont été initiées pour évaluer le danger potentiel, comparer les caractéristiques du vaisseau à un registre des espèces hostiles reconnues et élaborer des stratégies d'autodestruction au cas où le visiteur manifesterait un comportement hostile. Pendant quelques minutes angoissantes, la viabilité du vaisseau de Tobias et sa propre vie dépendaient des systèmes informatiques qui essayaient de déterminer si le savant nomade du CSS représentait un danger pour la précieuse cargaison d'enfants Vorak de la planète. Les systèmes de défense sont finalement parvenus à une conclusion qui, si elle n'était pas si horriblement incorrecte, aurait été drôle, après ce qui semblait être l'équivalent galactique de la vérification des antécédents la plus exhaustive jamais réalisée. Une espèce de personnel de recherche inoffensif opérait le vaisseau, entrant donc, il pouvait être ignoré en toute sécurité. La catégorisation était correcte d'un point de vue technique. En effet, des humains étaient impliqués dans l'étude, mais ils ne représentaient aucune menace au sens traditionnel du terme. Les Vorak n'avaient jamais affronté une espèce comme les humains auparavant, et leur protocole d'évaluation des menaces manquait d'un critère pour évaluer des êtres dont la principale vulnérabilité était leur totale inconscience du moment où ils étaient en danger imminent de mort. Les mécanismes automatisés conçus pour gérer les voyages scientifiques réguliers ont accordé à Tobias l'autorisation d'atterrir. Les coordonnées données l'ont amené à une zone marquée comme un lieu d'atterrissage sûr sur les cartes, et c'était probablement parce qu'elle n'exploserait pas à l'impact. Il n'était pas indiqué sur les cartes que la zone d'atterrissage se trouvait à environ 15 km de Nexus Prime, la principale métropole, Vorak, est l'épicentre de leur civilisation galactique. Imaginez cela en termes humains. Vous installez un camp de recherche sur la propriété de quelqu'un et vous agissez ensuite comme si vous étiez surpris qu'il le remarque. Alors que les fils jumeaux de Kiara brillaient au soleil, le savant itinérant du CSS descendait dans une vallée scintillante. Inévitablement, le paysage était époustouflant, avec ses formations qui ressemblaient à de la musique figée et les conditions météorologiques qui donnaient à tout une radiance surnaturelle. À supposer que l'on puisse faire abstraction du subtil bourdonnement qui indiquait la présence d'un armement défensif suffisant pour détruire un petit continent, c'était le genre d'endroit qui figurerait sans aucun doute en bonne place dans les brochures touristiques. Après 15 ans de recherche sur des espèces inoffensives mais ennuyeuses, Tobias est descendu de son vaisseau spatial avec un zèle contagieux. Son attention méticuleuse aux détails dans l'installation de sa maison mobile, le déploiement de son équipement scientifique et la catalogage de l'environnement environnant a fait douter les autres universitaires de leur propre priorité d'étude. Les limites de la mission lui avaient garanti une expérience de recherche tranquille et fructueuse, et c'était précisément ce qu'il obtenait. C'était incroyable de voir l'écosystème local en action. Les structures cristallines étaient complètement nouvelles pour lui, et les petits organismes qu'il voyait semblaient absolument contents, comme s'ils faisaient partie d'un écosystème parfaitement équilibré. Tobias ignorait que des équipements de surveillance capables de suivre une mouche des fruits depuis l'espace surveillaient chacun de ses pas. Quelques heures après son atterrissage, il était devenu le centre d'une vive controverse parmi des êtres qui considéraient la paranoïa comme un trait de survie essentiel, et son entrée avait déclenché des alarmes à travers Nexus Prime. Une procédure bien établie dictait la réaction habituelle des Vorak face à des visiteurs inattendus, détruire d'abord, poser des questions, ensuite idéalement sur une autre planète. Leur stratégie avait fonctionné pendant des milliers d'années, mais elle les avait également rendus notoirement dangereux, donc quiconque ayant un instinct de survie fonctionnel devrait s'en tenir éloigné. Mais les règles étaient faites pour faire face aux dangers réguliers aux éclaireurs de l'armée, aux rivaux territoriaux, ou aux espèces essayant d'établir des zones de reproduction qui se concurrenceraient. Leur conception ne tenait pas compte d'un xénobiologiste solitaire qui passerait ses journées à collecter des échantillons de plantes et à photographier des formations rocheuses intrigantes. Une circonstance est survenue qui a mis à l'épreuve les connaissances du commandant Zigstol sur tous les cadres stratégiques qu'il avait jamais étudiés. Zigstol était connu comme le protecteur suprême de Nexus Prime et la veille perpétuelle.
Le mot de son existence était chuchoté parmi ceux qui étaient assez courageux pour l'exprimer. Il semblait que l'envahisseur faisait de la reconnaissance, mais ses techniques ne ressemblaient à rien de ce qu'ils avaient vu dans leur base de données de danger. Les Vorax savaient par expérience douloureuse que la frontière entre l'étude scientifique et le renseignement militaire était souvent plus floue que la plupart des espèces ne voulaient l'admettre, même lorsque l'équipement humain était manifestement d'origine scientifique. Soit ses intentions sont pacifiques, soit il possède une technologie furtive extrêmement avancée, puisqu'il ne semble avoir aucun système de défense. La conduite de l'être humain était encore plus troublante. Lorsqu'il rencontrait un prédateur concurrent potentiel, la réaction habituelle était soit de montrer sa dominance en étant physiquement dominant, soit de fuir à une distance sûre et d'appeler à l'aide. Une personne semblait ne faire ni l'une ni l'autre. Au lieu de cela, il enregistrait méticuleusement la flore et la faune environnantes, ce qui aurait pu être dû à un manque de conscience situationnelle ou à l'invincibilité d'une espèce sans peur. Une réunion urgente du Conseil de défense de Nexus Prime a été convoquée par le commandant Zixtool, une assemblée de cerveaux militaires qui avaient protégé leurs descendants des dangers extérieurs pendant plus de 3000 ans. Les officiers assemblés incarnèrent le summum de l'acuité militaire Vorak, des extraterrestres dont les plans stratégiques ont évité d'innombrables catastrophes, en supposant simplement le pire. Si quelqu'un avait pu survivre à cette épreuve, l'argumentation qui aurait suivi aurait été incroyable à observer. Une merveille d'ingénierie, la salle du conseil se tenait seule. Les défenses construites à partir de roches vivantes encerclent un amphithéâtre cristallin qui aurait pu repousser une petite armée. C'était dommage que l'acoustique soit si bonne car les discussions militaires des Vorak incluaient souvent ce que les autres races appelleraient de la géologie agressive. Selon l'officier de renseignement Ketar, aux nombreux yeux dont les systèmes de surveillance pourraient capter une pensée hostile à 3 systèmes stellaires de distance, le vaisseau spatial de l'intrus ne montre aucune signature d'armes évidente. Néanmoins, les plans du vaisseau laissent entrevoir des équipements de haute technologie qui pourraient dissimuler de redoutables capacités offensives. Le choix du lieu d'atterrissage semble délibéré selon Morak, notre analyste tactique. D'ici, nous pouvons surveiller notre colonie principale tout en gardant de nombreuses voies de fuite ouvertes. Schéma traditionnel de reconnaissance. Les capacités d'analyse chimique inhabituelles qui ont été présentées au chef de la sécurité Vilinaro par cet individu pourraient examiner nos systèmes de défense. Son équipement comprend des dispositifs d'échantillonnage qui pourraient collecter des renseignements sur nos défenses atmosphériques. Alors que la conversation s'éternisait pendant des heures, chaque officier offrait des perspectives qui transformaient l'objectif d'étude non violent de Tobias en une opération militaire complexe. L'innocent inabiologiste avait été promu au rang d'éclaireur avancé pour une armée d'invasion dont les pouvoirs dépassaient le bon sens au moment où leur enquête était terminée. L'urgence de la situation nécessitait une action rapide, ce qui était le seul consensus parmi les membres du Conseil. Ils n'avaient pas le droit de permettre à une espèce de prédateur inconnu de s'approcher autant de leurs petits, quelles que soient leurs bonnes intentions. Tout le reste, y compris les politesses diplomatiques et la possibilité qu'ils réagissent de manière excessive, passait au second plan par rapport à la sécurité des étincelants. Une réaction militaire remarquablement modeste selon les normes Vorak a été autorisée par le commandant Zixtool. Au lieu de leur procédure standard consistant d'abord à bombarder l'envahisseur depuis l'orbite, puis à détruire sa planète, ils enverraient des troupes au sol pour l'encercler et l'observer de près afin d'évaluer ses capacités. Il serait enlevé par la force appropriée s'il montrait de l'hostilité. S'il restait calme, il l'enlèverait avec la force nécessaire et remplirait ensuite les papiers nécessaires. Étonnante selon toute mesure logique et complètement folle aux yeux de la majorité, était la force qui s'est rassemblée pour affronter le biologiste intérieur de chaque individu. Avec la précision coordonnée qui vient de nombreuses années d'expérience, à faire disparaître les problèmes de manière permanente, 12 des meilleurs guerriers de Vorak, chacun armé jusqu'aux dents, avec suffisamment d'armes pour raser un pâté de maison entier, se frayaient un chemin à travers les vallées cristallines. Tobias cependant persistait dans ses études avec une concentration laser qui l'avait propulsé à la position de principale autorité sur la faune terne de la galaxie.
Selon ses recherches initiales, l'écologie était nettement plus complexe que ce qui était mentionné dans les documents d'information. Il avait également trouvé de nombreuses sortes d'insectes cristallins qui semblaient être en symbiose avec la flore indigène. Quand ses détecteurs de mouvements ont capté des mouvements dans les collines voisines, il savait que sa journée allait prendre une tournure dramatique pour le mieux. De l'endroit où il collectait des échantillons, Tobias leva les yeux et vit ce qui semblait être une petite armée d'entités cristallines de 12 pieds de haut encerclant son camp avec une stratégie qui indiquait qu'elles étaient déjà venues ici, menaçant la survie de quelqu'un. Tentant de comprendre la disparité entre la faune locale non agressive décrite dans ses briefings de mission et la réalité d'être entouré par des êtres qui ressemblaient à des créatures créées par un comité de spécialistes, des cauchemars avec des diplômes avancés en intimidation créative, Tobias fixa les guerriers assemblés pendant un moment. Tobias sourit alors et salua ses invités inattendus avec le même optimisme enjoué qu'il avait porté pendant 15 ans de recherche sur des animaux que la personne moyenne aurait manqué même s'ils étaient en feu. Il cria « Bonjour à tous », apparemment inconscient du fait que son salut était approximativement reproduit par des communicateurs universels. Je soutiens que vous n'êtes pas légitimement issu du dialecte local et que votre domination territoriale est remise en question. Il fait beau, n'est-ce pas? Je suppose qu'aucun d'entre vous n'est familier avec la flore locale. J'ai du mal à identifier certaines formations cristallines. La réaction des guerriers Vorak fut rapide et claire. Les 12 armes qui se levèrent vers lui avec une précision coordonnée qui ne pouvait venir que d'un officier militaire hautement entraîné ou d'un très bon maître d'armes envoyèrent un message que même un biologiste pouvait déchiffrer. Ces paroles précédentes n'avaient manifestement pas été bien accueillies. « Oh, je vois qu'il y a eu une sorte de malentendu », dit Tobias en fouillant lentement dans son sac d'équipement. D'après mon expérience, la plupart des premières rencontres impliquaient un certain degré de confusion linguistique. La meilleure approche était généralement de rester calme, amical et patient pendant que les traducteurs universels résolvaient les problèmes de communication. C'était son interprétation de la démonstration de force écrasante. L'action a fait que toutes les armes à proximité le suivaient avec le genre de concentration généralement réservé aux missiles en approche. Je vais récupérer mon dispositif de calibration linguistique et nous pourrons comprendre ce qui se passe. Ce que Tobias a sorti de son sac était un petit gadget inoffensif qui aide les traducteurs universels à s'adapter à différentes langues et dialectes. Des dizaines de guerriers Vorak se tenaient en formation parfaite, leurs armes pointées sur un seul humain qui semblait ignorer le fait qu'il allait être converti en atomes composants. Ce qu'ils observaient était une arme potentiellement mortelle dont les capacités étaient inconnues, déployée par une entité dont le niveau de menace était encore en cours de calcul. La confrontation qui en résulta était suffisamment intense pour alimenter une petite ville. Les seuls sons étaient le doux bourdonnement des formations cristallines et les recalculs toujours croissants des algorithmes d'évaluation des menaces. Le commandant Zixtol, gardant ses distances, était confronté à un problème tactique qui ne se prêtait pas à une analyse conventionnelle. Les actions de l'humain indiquaient soit une croyance écrasante en ses capacités défensives, soit une ignorance totale de la nature de la situation. Dans les deux cas, c'était très préoccupant. La suggestion fut fidèlement traduite par les communicateurs universels, ce qui conduisit à ce qui était probablement le premier cas, dans l'histoire galactique, d'une ouverture de paix faite par le biais de boissons caféinées, car Tobias semblait avoir décidé que le silence avait assez duré et qu'il fallait commencer par quelque chose de simple. Quelqu'un serait-il intéressé par un café? J'ai un système de brassage portable qui fait d'excellents expressos. Un regard de perplexité tactique traversa les visages des guerriers Vorak alors qu'ils échangeaient des regards. Le café n'était pas étranger aux Vorak, mais leur conception de la boisson était très différente de ce que les humains reconnaîtraient. La perspective d'un combattant ennemi offrant de partager des boissons en pleine bataille leur était tellement étrangère que leur système d'évaluation des menaces se figèrent et affichèrent des messages d'erreur. À ce moment critique où le destin des relations entre les humains et les Vorak était suspendu de manière précaire, comme une équation déséquilibrée, la situation a été brusquement modifiée par l'entrée de la force la plus terrifiante du cosmos connu.
Les Vorak avaient été entraînés pour la bataille, la négociation territoriale et les démonstrations ritualisées de dominance. Mais ils n'avaient pas anticipé qu'on leur servirait des boissons. Cachés dans le complexe de Nursery, le plus fortifié jamais construit dans la galaxie, les étincelants étaient livrés à eux-mêmes. L'installation avait été méticuleusement planifiée par les ingénieurs militaires les plus élitistes et était protégée par un réseau de champs de force de gardiens automatisés et suffisamment de systèmes de sécurité pour protéger une petite planète. Toutes les connaissances que les Vorak avaient accumulées au fil des éons en protégeant leur progéniture du cosmos impitoyable ont été utilisées pour sa création. Cependant, ce que les concepteurs n'ont pas pris en compte, c'est la loi universelle qui a déconcerté les parents galactiques depuis la création que tous les enfants, quelle que soit leur espèce, ont une capacité inhérente à échapper à toute forme de système de confinement jamais imaginé. Comme si l'univers avait conspiré pour mettre le jeune Tobias sur la voie du succès, il se retrouva confronté à ce qui semblait être 3 spécimens juvéniles de l'espèce dominante de la région. « Eh bien, bonjour à vous !» murmura-t-il s'accroupissant pour se rapprocher de leur niveau des yeux, son entraînement en xénobiologie se mettant en marche. Il étudia ces créatures avec le même zèle professionnel qui avait fait de lui une autorité sur des créatures que la plupart des chercheurs avaient écartées comme insignifiantes. Les adultes de la région étaient tous sur les nerfs, à cause du mouvement, mais les étincelants semblaient apprécier les projecteurs. « N'êtes-vous pas 3 magnifiques ? Je parie que vous devriez être quelque part en sécurité en ce moment, n'est-ce pas ?» Les étincelants se regardèrent d'une manière que chaque enfant connaît. Quelqu'un sait que nous ne devrions pas être ici, mais il semble gentil, alors peut-être que c'est bon. Leur curiosité les a poussés à s'approcher, dissipant toutes les précautions parentales concernant les créatures étranges. Le premier étincelant dans un mouvement délicat et exploratoire qui allait à l'encontre de la préparation au combat des adultes, tendit une petite main griffue pour toucher le sac d'équipement de Tobias. Avec un ton calme et autoritaire que les parents de toute la galaxie auraient reconnu, Tobias resta immobile pendant que le jeune Vorak examinait attentivement son équipement comme s'il avait beaucoup d'expérience avec les enfants curieux. « C'est mon conteneur d'échantillons », expliqua-t-il doucement. « Mon but en l'utilisant est de recueillir des spécimens pour la recherche scientifique. Seriez-vous intéressé à le voir en action ?» La question a été traduite avec précision et les étincelants ont donné une réponse affirmative enthousiaste, leurs écailles cristallines brillant d'un éclat visible, même en plein jour. Avec chaque mouvement subtilement signalé pour ne pas éveiller les adultes qui observaient, Tobias fouilla prudemment dans son sac, en sortit une petite bouteille de collecte innocente et expliqua comment elle fonctionnait avec le genre d'explication patiente qui indiquait qu'il avait déjà fait des démonstrations similaires auparavant. Il ouvrit et ferma la fiole pour démontrer le mécanisme qui maintient les spécimens frais pendant le transport. Les marquages sur le récipient indiquent le volume et l'état de conservation, ce qui est utile pour cataloguer différents types de matériaux. Les étincelants regardaient attentivement, clairement captivés par cette démonstration de technologie inconnue. Les adultes Vorak observaient cette interaction avec une perplexité croissante. Leur protocole d'évaluation des menaces manquait d'un cadre pour évaluer un ennemi potentiel qui semblait diriger un séminaire éducatif impromptu pour leurs enfants. Lorsque Tobias leur proposa d'examiner le conteneur de plus près, ils s'approchèrent avec le genre de révérence prudente, généralement réservée aux artefacts de valeur. Le commandant Zixel, perché à son poste de commandement, était confronté à un dilemme diplomatique qui allait à l'encontre de tous les principes de stratégie qu'il avait jamais appris. L'humain en question semblait s'engager dans des interactions pacifiques avec les jeunes Vorak, ce qui pouvait être interprété comme un acte de bravoure extraordinaire ou une ignorance astucieuse. Leurs ordinateurs tactiques affichaient désormais des messages d'erreur dans 17 langues différentes. Il ordonna immédiatement à ses étincelles de se mettre en sécurité par le biais de son système de communication. Il leur ordonna également de rester confinés sur l'humain et d'éviter de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire aux jeunes. Quoi qu'il en soit, la situation devait être résolue rapidement, avant que les étincelles ne décident d'explorer leur nouvel ami plus en profondeur. Les étincelles avaient décidé que leur nouvel ami était plus intéressant que tout ce qu'ils avaient rencontré dans leur refuge sûr, et ils ne montraient aucun signe de vouloir retourner sous la supervision des adultes.
Alors que les guerriers se rapprochaient, les jeunes Vorak formaient un cercle protecteur autour de Tobias, ce qui aurait été attendrissant si cela n'avait pas été si désastreux d'un point de vue tactique. Il semble que les étincelants n'aient pris l'humain pour une figure de gardien temporaire, selon l'officier de renseignement Ketvo aux nombreux yeux. Toute tentative de les séparer pourrait causer de la détresse selon des renseignements précis mais inutiles. Lorsque les enfants Vorak étaient en détresse, ils agissaient de manière que leurs parents avaient travaillé si dur pour empêcher.